Aujourd'hui, il faut creuser à plus de 50 mètres de profondeur pour trouver des saphirs. Tout ce qui était en surface, tout ce qui était facile d'accès a été ramassé. Je pense que d'ici une année ou deux, tout sera terminé ici, on aura tout travaillé. En attendant la fin du saphir, à Ilakak, la bonne fortune d'un tout petit nombre continue de faire rêver. Mais pour beaucoup, l'ancienne ville champignon, posée au milieu du désert, n'aura été qu'un mirage. Qui la cour. N'oubliez pas qu'on est sur la maison 4 actuellement pour vous, qui est très importante pendant ce mois de septembre. Avec Mercure rétrograde dans votre maison 4 en balance, il est possible qu'il y ait une discussion aussi avec quelqu'un de votre famille, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, peut-être avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et auquel vous pensez et qui va revenir dans votre vie, qui va revenir mettre les choses à plat. Ça permettra d'évoquer d'autres cas dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et l'arrêt du Conseil d'État qui permet de dire que quelqu'un qui a des enfants, qui est marié en France, qui est né en France, peut quand même, 58 ans après, être expulsé. Ça permettra d'évoquer d'autres cas dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et l'arrêt du Conseil d'État... Quel enfer. Manif à Lyon demain. Contre Darmanin. Très important. Il y a eu de nombreuses... Mais avant de lire le texte du sujet, je souhaite quand même relever quelque chose qui me paraît très important. Il y a eu de nombreuses réactions d'hostilité face à ce rassemblement organisé aujourd'hui. Des personnes se sont exprimées publiquement pour qualifier ce rassemblement de honte, ou même, carrément, pour demander à Darmanin de l'interdire. Dans le lot de ces gens, il y a des journalistes et des politiques, et pas seulement le Rassemblement national. Par exemple, hier, il y a un député qui a dit que ce rassemblement n'était pas, je cite, une manif normale, et que tous ceux qui allaient ici aujourd'hui, donc vous et moi, nous étions complices du séparatisme et du combat contre les libertés. Ce rassemblement aujourd'hui est indéniablement considéré comme illégitime par un certain nombre de personnes, et elles l'ont dit publiquement. Ces propos hostiles devraient être un signal et une alarme pour tous ceux qui défendent les droits. Du coup, je m'interroge et je me pose une question. Où sont les députés de gauche? Où sont les organisations de gauche? Où sont les défenseurs de la liberté, de l'égalité, de la laïcité? Où sont également, puisque je suis musulmane, je me demande où sont les féministes? Car oui, l'islamophobie touche aussi les femmes. Tous ces gens ne sont pas là, car pour eux, on peut défendre les droits des musulmans, mais seulement le droit de ceux qui sont de bons musulmans, selon leurs propres critères. Il faut que ce musulman soit irréprochable, que ce soit, si j'ose dire, en bon arabe. Allô. L'expulsion de l'imam pour antisémitisme et sexisme était l'auteur d'une phrase dénonçant à l'époque de Napoléon les difficultés touchant la présence des milliers de juifs en France, écrivant textuellement que certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. D'autre part, Darmanin a été l'objet d'accusations de viol. Et après, c'est Darmanin qui va nous faire la morale sur le sexisme et l'antisémitisme. C'est Darmanin qui a été militant à l'Action française qui va nous faire des leçons de morale sur le républicanisme. Au final, Iqiyoussen a été réprimé pour l'exemple. Darmanin, expulsion. Au final, Iqiyoussen a été réprimé pour l'exemple du fait de sa renommée chez les musulmans français, au prix d'un tape intolérable à l'état de droit qui laisseront des traces, tout comme ont déjà laissé leur empreinte l'adoption de la loi séparatisme, les dissolutions du CCIF et de Baraka City. Ce qui lui est reproché en réalité, c'est son engagement auprès de l'UOIF et auprès de Tariq Ramadan, ainsi que sa dénonciation de l'islamophobie et de la colonisation de la Palestine. Et ce, alors même que paradoxalement, il participe activement à l'intégration des musulmans en France. Donc, disons-le, il n'y aura jamais de bons musulmans pour l'État français.
Le musulman sera toujours suspect. L'islam sera toujours vu comme un corps étranger. Ne faisons pas le jeu de l'État. Ne faisons pas les bons élèves, ça ne sert à rien. Les musulmans seront toujours suspects à leurs yeux. Heureusement, certains résistent, tels que la Ligue des droits de l'homme, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés et l'Union juive française pour la paix, auquel je suis fier d'appartenir, qui sont spontanément intervenus dans la procédure d'expulsion devant le juge. Mais est-ce que c'est suffisant? Le silence de la gauche, par sa compromission avec le pouvoir, est ici criminel. Yannick Jadot a par exemple déclaré que ça ne le gênait pas que cette personne quitte le territoire français. Seule une poignée de députés insoumis ont dénoncé l'expulsion d'Iqiyoussen. Cette pétrification ou collaboration des partis de gauche n'augure rien de bon, s'agissant des nouvelles voies à venir. Les gouvernements qui se succèdent appliquant le programme du RN sans besoin que celui-ci ne soit au pouvoir. Tous ces constats faits, on est obligé de se demander si les prochains à pâtir de ces mesures d'exception. Bon. On va recouper. Ok. La tribu. Qui a exigé l'expulsion. Voilà. Ne marchera pas. Je vois aujourd'hui, je me dis que le projet de nous réduire au silence ne marchera pas. Chaque personne qui est venue aujourd'hui, c'est une défaite pour Darmanin. Chaque personne qui décide de s'engager, c'est une défaite pour Darmanin. C'est pour ça que je lutte. C'est pour ça que je milite. C'est pour ça que je m'organise avec d'autres. Je vous invite à le faire, autour de vous, là où vous le pouvez. Aujourd'hui, on est nombreux. Demain, on le sera encore plus. Ce n'est pas un sprint. C'est une course de fond. Je vous vois aujourd'hui, je me dis que le projet de nous réduire au silence ne marchera pas. Qui bon, ben voilà. Quand même. Quatre. T'asseoir, respirer dans ton ventre, te dire que tout va bien, prendre ta force de la terre et oser être qui tu es, oser dire ce que tu as à dire. C'est le moment. Tu peux y aller pendant ce mois. Can C'est do tout. it. Le cancer, Waouh! wow. Pas trop de conseils précis. Ouh, j'ai envie de bâiller et de m'étirer avec. Oh, Nick, toi. Bonsoir Lucie Simon. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans cette émission. Vous êtes l'avocate de l'imam Hassan Iqiyoussen. Votre client doit donc être expulsé suite à la validation de cette décision par le Conseil d'État. Cet homme est introuvable aujourd'hui. Où est-il? Je ne sais pas où est mon client. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quitté le territoire français et c'est uniquement cette question qui est posée, à savoir, est-ce qu'il y a une infraction qui peut lui être reprochée et donc est-ce qu'un mandat d'arrêt européen peut être décerné à son encontre? À quel moment est-ce qu'il a quitté le territoire français? Parce que si on reprend la chronologie des faits, vous allez d'ailleurs la confirmer ou l'infirmer, mais cet été, par exemple, je crois qu'il devait renouveler son titre de séjour. Il a demandé d'abord à son épouse de s'y rendre, puis à vous-même, si je ne dis pas de bêtises. Il ne s'est pas présenté lui-même. Sait-on quand il a quitté le territoire? Ah si, monsieur Iqiyoussen s'est présenté en préfecture pour renouveler son titre de séjour et c'est à partir de ce moment-là qu'il a reçu une décision, un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion et ensuite s'en sont suivis plusieurs mois de bataille judiciaire avec notamment les deux référés, un référé devant le tribunal administratif puis l'appel devant le Conseil d'État. Quant à savoir exactement quand il est parti, je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti parce qu'il avait reçu une décision qui n'était plus suspendue d'expulsion, et donc il a déféré, il a obtempéré, il a respecté finalement cette décision ministérielle et il a quitté le territoire français. Vous ne pouvez pas me le dire parce que vous ne le savez pas ou parce que c'est le secret avec votre client, le moment de son départ? Écoutez, Ça, je viens ici question à poser, par exemple. pour vous parler de droit.
Je viens pas ici pour participer à quelque chose que je trouve scandaleux et qui a décidé, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ma première interview, qui est une sorte de chasse à l'homme à laquelle on assiste depuis quelque temps et qui pour moi est indigne d'un état de droit. Aujourd'hui, je viens pour répondre, pour apporter de la nuance. Lorsqu'on a un dossier qui s'emballe à ce point, qui fait où le judiciaire devient politique, où le politique devient judiciaire, où le politique devient tribunal populaire, eh bien ce que nous devons, nous, en tant qu'avocats, mais aussi en tant que société, c'est rappeler le droit, c'est amener de la nuance et c'est se souvenir surtout, tonner même, que cet homme aujourd'hui il est expulsé pour des propos qui sont anciens, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation et qui, si la mesure d'expulsion a été validée par le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, il l'a respectée. Maître Simon, vous jugez que le fait de disparaître apporte de la nuance et contribue à apaiser le débat? Mais non. Mais on lui demande, c'est ce qu'on lui demande, on lui demande de quitter le territoire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que dit la loi, l'article L824-9 du CESEDA. Vous devez partir du territoire. Et à un moment, il y a une question quand même de logique que moi je me pose, qui n'est pas très juridique sur ce point, je le concède. C'est de savoir, il y a une décision d'éloignement, une décision d'expulsion, qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande de partir. La personne en question, M. Eki Houssen, part, il quitte la France. Et là, ce qu'on nous dit, et ce qui est quand même un peu étonnant... Donc il applique de lui-même la décision de justice que vous nous dites? Alors, c'est pas une décision de justice, c'est une décision ministérielle. Il applique un arrêté ministériel d'expulsion, ce qu'on appelle un AME. Il quitte la France, et là, ce que le ministère de l'Intérieur nous dit, et ce qui est quand même assez étonnant, assez ironique, c'est qu'en fait, il faudrait aller le chercher, le faire revenir sur le territoire, alors qu'on a une suspension du laissez-passer par les autorités marocaines. Foucault. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Ok. Pour le mettre dans un centre de rétention administrative, il applique un arrêté ministériel d'expulsion, ce qu'on appelle un AME. Il quitte la France, et là, ce que le ministère de l'Intérieur nous dit, et ce qui est quand même assez étonnant, assez ironique, c'est qu'en fait, il faudrait aller le chercher, le faire revenir sur le territoire, alors qu'on a une suspension du laissez-passer par les autorités marocaines, pour le mettre dans un centre de rétention. Donc là, le problème, c'est que la justice a été rendue, mais pas au service de la police, du coup. What the fuck? Administrative en France, alors qu'on n'est même pas certain de pouvoir l'expulser. Mais est-ce que votre client, enfin en tout cas plutôt, est-ce que l'État a eu connaissance du départ de votre client? Vous nous dites lui-même, on lui a demandé de partir, il est parti. Est-ce qu'il en a informé l'État? Est-ce qu'il a dit à l'État, vous avez appliqué une décision me concernant, j'en prends acte, je m'en vais? Mais monsieur Eki Houssen est surveillé depuis le premier jour dans cette procédure. Ce que vous me dites, c'est qu'il ne l'a pas fait, mais l'État est censé être, est réputé être au courant. Ainsi que son entière famille. Vous avez aujourd'hui ces enfants, ces petits-enfants qui ne peuvent pas aller au supermarché, qui ne peuvent pas aller amener leurs enfants à l'école sans avoir 3 voitures de police derrière eux. Et à un moment, il faut quand même se poser la question de la proportion de ce dispositif. Qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur? Je terminerai juste sur ce point. Ce que vous voulez nous dire. Mais oui, mais bien sûr qu'ils sont au courant. Qu'est-ce qu'il fait dans ce dossier? Il fait ce que j'appellerais une politique spectacle. C'est-à-dire qu'il veut absolument non pas que mon client obtempère, respecte la décision ministérielle, il veut qu'il le fasse sous les caméras. Historiquement et de fait institutionnellement. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors au fond, quand le juge demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, au fond, le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi je dirais, c'est tout le contraire, il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci, eh bien oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine,
C'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. Eh bien, c'est cela que le juge veut obtenir, c'est ce discours qu'il veut obtenir, ce discours qui l'innocente lui-même, que le juge veut obtenir quand il demande à l'accusé de montrer qu'il acceptera effectivement cette punition. Ok. Et là, je dis qu'il y a un problème de dignité, que ce que cherche le ministère de l'Intérieur, c'est à faire du buzz. Et ça vient dire qu'il n'y a rien, finalement, de judiciaire dans ce dossier, puisque d'infraction, ce n'est pas que moi qui le dis, ce sont des professeurs de droit public, d'infraction, de non-exécution, ou plutôt de soustraction à la mesure d'éloignement. Il n'y en a pas, elle n'est pas constituée, puisqu'il a respecté cette telle mesure. Donc ce qu'on veut... Donc vous nous confirmez que les deux... actions de justice là, qui sont en cours, donc il y a le mandat d'arrêt européen d'un côté dont a parlé Gérald Darmanin, et donc il y a bien une information judiciaire qui a été ouverte pour soustraction à une demande d'expulsion. Vous avez été mise au courant? Écoutez, moi ce qui est formidable dans ce dossier, c'est que j'apprends tout par voie de presse. Le mandat d'arrêt européen, je l'ai appris par BFM TV. La décision d'expulsion, moi-même ainsi que mon client, nous l'avons appris via Twitter. Et là aussi, ça pose les questions sur l'objectif du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on notifie une décision par voie de tweet et non pas à la personne la principale intéressée, qui c'est qu'on vise? Est-ce qu'on vise véritablement à protéger l'ordre public ou est-ce qu'on vise à créer un cas, une illustration de la menace, à créer un ennemi public numéro 1 pour venir servir un agenda politique, un agenda législatif? Parce que sur ce point-là, on est obligé de remarquer tout de même que le ministère de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, a parlé très tôt dans cette procédure d'un projet de loi et est venu même légitimer. Il a parlé d'un projet de loi si la décision du Conseil d'État était défavorable à sa propre décision. En l'occurrence, le Conseil d'État a invalidé la décision du tribunal administratif. C'est bien la seule bonne nouvelle dans ce dossier. Donc il a menacé les juges, changer la loi s'il l'appliquait pas. Il l'appliquait pas mal. Donc, ce qu'il fait là, c'est pile tu perds, face tu perds. Que s'ils appliquent mal la loi, ça va créer de nouvelles habitudes. Ensuite seront votés au Parlement en mode oui, c'est la loi, mais bon, elle s'applique pas, du coup, on va adapter la loi au terrain, et du coup, on va faire passer cette loi. Non, directement faire passer cette loi. Il t'a la loi, face à la loi. C'est qu'on est en abandon. J'attends d'ailleurs d'en avoir la confirmation par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau projet de loi, d'un énième projet de loi sur l'immigration. Je lisais le compte-rendu des échanges du Conseil d'État. Je n'ai pas pu moi-même malheureusement être dans la salle à ce moment-là. La représentante du ministère de l'Intérieur a attaqué à plusieurs reprises l'art du double discours de votre client. Et c'est d'ailleurs le reproche que lui fait le ministre de l'Intérieur, d'être dangereux parce qu'il n'est pas complètement clair, d'avoir eu des propos à un moment donné qui n'ont pas conduit à une condamnation, mais d'avoir un double discours qui influence les esprits, qui influence les plus faibles. Merci beaucoup de me poser cette question. Pourquoi? Parce que cet argument du double discours, il était inédit en cause d'appel. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, devant la commission de l'expulsion, dans le bulletin de notification préfectorale, devant le tribunal administratif de Paris, n'a jamais parlé de double discours. Et lorsque nous avons apporté plus de 60 pages d'écriture, plus de 300 pièces. Lorsque nous avons fait des retranscriptions, c'est un travail phénoménal, titanesque, de toutes ces vidéos pour dire qu'il avait condamné l'antisémitisme, pour dire qu'il avait condamné les attentats commis par Daesh, eh bien ce qu'il restait au ministère de l'Intérieur face à ce qui convient d'appeler des preuves, c'est la fameuse dissimulation, c'est le double discours. Mais c'est trop simple, surtout face à quelqu'un à qui l'on ne peut pas reprocher d'être un imam qui prêcherait caché dans des caves, puisqu'il le fait à découvert, il le fait sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, juste une petite réflexion qui là encore n'est pas juridique, on l'expulse parce qu'il représenterait une menace grave pour l'ordre public, parce que ces vidéos représenteraient une menace. Mais jamais on a eu de demande de retrait de ces vidéos. Jamais on a eu de condamnation par rapport... Maître, pardonnez-moi, mais un point de clarification, parce que dans ce compte-rendu, si j'en crois son exactitude, vous parlez de 2 décisions de justice le concernant, 2 classements sans suite. Sur ces propos. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Puisque Gérald Darmanin disait à l'instant, effectivement, il n'a jamais été condamné. À ma connaissance, il n'y avait même pas eu de poursuite. Donc il y a eu des signalements. Alors, il y a eu des signalements, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des poursuites, et le parquet a décidé pour insuffisance
d'infraction, de caractérisation de l'infraction, à chaque fois de classer sans suite. En fait, vous avez un arsenal législatif et différentes possibilités qui sont laissées. Notamment la première possibilité, qui est la possibilité pénale, l'incitation, ou plutôt la provocation à la haine, à la discrimination, à la violence envers une personne, eu égard à son ethnie ou à son sexe, par exemple. Sur ce point-là, il y a eu des poursuites et puis on s'est dit que c'était pas constitué. Et là, on était en 2004. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, tous ces propos ont été tenus publiquement. Jamais le parquet n'a estimé qu'il était pertinent de poursuivre mon client. Et sur la question de la proportion, pourquoi on vient maintenant sur le droit administratif? Parce que finalement, la justice, c'est quoi? C'est une balance, c'est une question d'équilibre, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de nuances. Aujourd'hui, alors qu'il n'a jamais été condamné pénalement, on le sépare de son entière famille. Mais ce qui vous fait dire vous-même que votre client, et je vous cite, un conservateur qui tient des propos rétrogrades. Alors, je finirai la phrase que j'étais en train de dire et je reviendrai sur ce point qui est très intéressant aussi. Aujourd'hui, pour des propos qui ont été tenus il y a souvent très longtemps, 10 ans, parfois 20 ans, des propos pour lesquels parfois il s'est aussi excusé, des propos sur lesquels, comme tout un chacun, il a pu évoluer, puisque l'idéologie, l'expression, enfin l'opinion plutôt, elle évolue avec le temps, eh bien on vient séparer cet homme de son entière vie. Il est né en France, il se sentait, il se considérait comme français. Il ne l'était pas, et là je pointe un mensonge du ministère de l'Intérieur, parce que son père avait 6 mois avant sa nationalité, répudié en son nom, décliné en son nom la nationalité française. Mais à aucun autre moment de son existence, depuis ses 18 ans jusqu'à ses quasi 60 ans, il n'a pu lui-même faire la démarche de demander la nationalité française. Il l'a fait 2 fois. Et ça lui a été refusé ? Il l'a fait 2 fois, et à chaque fois, elle lui a été refusée. Pour quelle raison, maître ? Ah ouais, chaud. J'ai pas les décisions. Je savais pas ça. Je n'ai pas les décisions sur ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que vous décrivez vous-même votre client, et à nouveau, je vous cite, comme un homme politique, qui prône l'islam politique. Être un homme politique signifie avoir des responsabilités. Un homme politique doit assumer ses propos. Un homme politique est scruté. Un homme politique a de l'influence sur une partie de la population. Oui. Et donc, il y a des lois qui doivent l'empêcher de faire ça ? Qui n'est d'ailleurs pas le cas de beaucoup de nos hommes politiques, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur ce point-là, on parle de propos, on parle d'opinion et on touche juridiquement toujours à la liberté d'expression. La liberté d'expression en droit pénal, en droit de la presse, elle bénéficie d'une protection, d'un droit particulièrement protecteur avec des temps de prescription très très courts parce que justement on est sur un des droits les plus précieux de l'homme, pour citer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ces propos, ils ont évolué. Moi, quand je dis qu'ils sont à l'égard des femmes notamment, et c'est mon opinion personnelle, elle n'est pas partagée par tout le monde, ils peuvent être manqués de progressisme, ils peuvent même être qualifiés de rétrogrades, mais quand même, je m'interroge, et c'est pas très juridique, généralement, eu égard aux hommes religieux, on a rarement des propos extrêmement progressistes. Pourquoi, sur celui-là en particulier, il faudrait bouleverser son entière vie et l'expulser de manière irrémédiable du territoire? Parce que le propos n'est pas tenu de manière isolée. Parce que vous l'avez dit vous-même, il y a eu des poursuites. Genre, les cathos et les juifs et les bouddhistes n'ont pas des trucs répétés. Une fois, au chalet. Ensuite, il y a eu des signalements à plusieurs reprises, et que même s'il n'y a pas eu de condamnation, il y a une répétition manifestement. Lorsqu'il y a des poursuites et qu'il y a un classement sans suite, c'est qu'il n'y a pas de Genre les ministres, ils n'ont pas des opinions rétrogrades répétées. Caractérisation de l'infraction. Donc on ne peut pas parler de répétition puisqu'on ne peut pas parler d'infraction ni de délit. Et vous m'interrogerez peut-être sur ce point tout à l'heure. Le dernier élément qui est reproché par le Conseil d'État à mon client, c'est une vidéo de 2021 dans laquelle il parle du fait que l'homme serait la locomotive de la famille. Alors, je veux bien qu'on dise que c'est pas très progressiste. Mais est-ce que ça justifie que cet homme, encore une fois, on l'expulse irrémédiablement du territoire? Et on peut, dernière chose, on peut avoir ce débat dans une société démocratique. Et il doit faire l'objet de débat. On doit être en capacité de critiquer cette pensée-là. Et il est d'accord pour en débattre. Mais pourquoi, encore une fois, expulser cet homme du territoire? Maître Simon, je vous écoute avec beaucoup d'attention à quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que votre client ne se manifeste pas s'il est absolument serein par rapport à ses propos, à son... Ouais, parce que vous vous rendez pas serein, en fait. Son histoire avec la justice, il conteste avec fermeté et tranquillité les décisions telles que vous le faites ce soir. Pourquoi est-il, à nos yeux aujourd'hui, je dis nos yeux citoyens français, il demande à l'accusé
de lui dire au fond ceci. Eh bien oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. Eh bien c'est cela que le juge veut obtenir. Caché. Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Pourquoi, à travers votre voix, ce soir, ne fait-il pas passer un message disant... Pourquoi est-il caché? Il y a un truc là-dessus. À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont 2 fenêtres, l'une vers l'intérieur correspondant aux fenêtres de la tour. L'autre donnant sur l'extérieur permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir être vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, On est tout le temps vu, c'est peut-être pour ça qu'on se cache. on voit tout sans être jamais vu. Dispositif important car il automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir. Un individu quelconque, presque pris au hasard, peut faire fonctionner la machine. À défaut du directeur, sa famille, son entourage, ses amis, ses visiteurs, ses domestiques même. Tout comme est indifférent le motif qui l'anime. La curiosité d'un indiscret, la malice d'un enfant, l'appétit de savoir d'un philosophe qui veut parcourir ce muséum de la nature humaine. Ok. Qu'il conteste peut-être cette décision de justice, qu'il se trouve à tel endroit, qu'il compte faire ci ou qu'il compte faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'il laisse le ministre de l'Intérieur le qualifier de délinquant? Mais mon client, justement, il respecte la décision de justice et le temps judiciaire. Il a toujours dit, à travers ma voix, à travers le porte-parole de l'avocat, il a toujours dit qu'il avait confiance en la justice française. En quoi, je ne comprends pas bien, en quoi le fait qu'il ait obtempéré, qu'il ait respecté cette décision de justice et qu'il ne soit plus en France, fait qu'il n'assumerait pas quelque chose vis-à-vis de la justice. Est-ce que c'est au contraire tout l'inverse. Maître Simon, ça n'est pas son silence qui génère ce mandat d'arrêt européen, ça n'est pas son silence qui génère l'ouverture d'une information judiciaire pour soustraction à une décision d'expulsion? On est face à un moment, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai accepté de parler, malgré aussi les menaces dont je peux faire l'objet. On va y revenir. On est face à une forme de chasse à l'homme, je disais tout à l'heure, de traque, de chasse aux musulmans, de choses finalement un peu terrifiant. Mais est-ce que ce silence n'accentue pas ce sentiment? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? À moi, rien. Est-ce que ce silence n'est... La méchanceté de ceux qui prennent plaisir à épier et à punir. Je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Aujourd'hui, vous aviez quand même, alors pas aujourd'hui, avant-hier ou peut-être il y a 3 jours, j'ai plus bien la notion du temps, vous aviez devant sa maison familiale où il y a ses enfants, ses petits-enfants, où il y a aussi ses vaches et ses agneaux et ses moutons, puisque c'est un homme qui élève du bétail, vous aviez des camions et des camions de policiers accompagnés de camions et de camions de journalistes. Alors ce serait ça qu'il devrait faire? Se laisser menotter alors que c'est interdit parce que c'est indigne devant les caméras avec un Gérald Darmanin qui dirait ça y est, j'ai réussi à l'expulser. Je vous pose une question, pardonnez-moi, je pense, en lien avec votre métier, enfin ce que vous faites, c'est-à-dire le droit, la défense de votre client. En quoi est-ce que son silence, suite à cette décision du Conseil d'État, son silence entraîne l'ouverture de cette information judiciaire et le déclenchement de ce mandat d'arrêt européen? Mais ce n'est pas son silence. Peut-être remettre le début pour mieux comprendre. Pourquoi son silence déclenche pas d'arrêt européen? Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi ils servent?
Si j'étais méchant, bon, moi je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. Demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, au fond. Le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi je dirais, c'est tout le contraire, il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci. Eh bien oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. Eh bien c'est cela que le juge veut obtenir, c'est ce discours qu'il veut obtenir, ce discours qu'il innocente lui-même, que le juge veut obtenir quand il demande à l'accusé de montrer qu'il acceptera effectivement sa punition. De journaliste. Alors ce serait ça qu'il devrait faire? Se laisser menotter alors que c'est interdit parce que c'est indigne devant les caméras avec un Gérald Darmanin qui dirait ça y est, j'ai réussi à l'expulser. Je vous pose une question, pardonnez-moi, je pense, en lien avec votre métier, enfin ce que vous faites, c'est-à-dire le droit, la défense de votre client. En quoi est-ce que son silence, suite à cette décision du Conseil d'État, son silence entraîne l'ouverture de cette information judiciaire et le déclenchement de ce mandat d'arrêt européen? Mais ce n'est pas son silence qui l'entraîne. Enfin, donc vous voulez nous dire que même s'il avait parlé, Gérald Darmanin aurait décidé d'ouvrir cette, le parquet aurait décidé d'ouvrir cette information judiciaire et Gérald Darmanin aurait fait en sorte qu'un mandat d'arrêt européen soit délivré? Mais bien évidemment. Et son silence, c'est quoi? C'est un respect de la décision de justice. C'est pas autre chose. En fait, j'ai du mal, peut-être que je réponds à côté, hein, j'entends, mais j'ai du mal à comprendre votre question. On lui a reproché de parler, il ne parle plus, il respecte la décision, il part. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Alors du coup, je vous pose cette question. Pourquoi y a-t-il une information judiciaire? Quel est le fondement légal? Mais je vous pose cette question aussi. Ah non, mais moi je suis pas spécialiste de droit, pardonnez-moi, chacun son métier. Je me la pose, cette question. Je me la pose parce que, à mon sens, encore une fois, juridiquement, il n'y a pas d'infraction. Et je suis d'ailleurs assez inquiète qu'un juge d'instruction, parce que en tant que pénaliste, en tant qu'avocat, on est tous ahuris sur cette procédure qu'au début on a trouvé un peu grotesque, qui nous a fait rire avant finalement de nous terrifier, de se dire mais attendez, les mandats d'arrêt européens, c'est sur des infractions extrêmement graves. Et là on est sur soi-disant une soustraction à une mesure d'éloignement qui n'est même pas caractérisée en l'espèce. Donc pour vous, il n'y a aucune justification à l'ouverture de cette information judiciaire pour s'être soustrait à la mesure d'expulsion? Si ce n'est une politique spectacle et un agenda politique que je regrette. Deux questions s'il vous plaît encore, maître. Pourquoi, à votre connaissance, est-ce que le Maroc a suspendu, c'est pas un arrêt, hein, c'est une suspension, son laissez-passer consulaire? Il faut le demander aux autorités marocaines. Moi, je ne peux pas parler totalement à la place de mon client. Je peux encore moins parler, évidemment, à la place des autorités consulaires marocaines. Vous lui parlez, votre client, encore? Là, récemment, vous lui avez parlé? Non, pas récemment, non. Donc vous savez où il se trouve, mais vous n'échangez pas avec lui? C'est ça? Une 5e fois, peut-être? Non, non, je vous demande si vous échangez avec lui. J'échange, je suis en contact avec mon client, il est vivant, je vous remercie. Un tout dernier mot, s'il vous plaît, maître Simon. Vous l'avez évoqué vous-même il y a quelques instants. Vous avez donc fait l'objet de menaces à titre personnel, c'est ça? Dans la défense de votre client et en lien avec cette affaire? Oui, je ne suis pas vraiment là pour parler des menaces dont j'ai fait l'objet, moi, personnellement. Je suis là pour être aux côtés de mon client qui est absent. Non, mais ça existe, c'est un fait. Mais c'est un fait. Je ne suis pas la seule. La juge, une des juges qui a signé la première décision, a fait l'objet de propos diffamants. La Ligue des droits de l'homme a fait l'objet de menaces. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours. Moi, ce qui m'intéresse tout de même, c'est que finalement, ces menaces, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il n'y a plus vraiment de respect, plus vraiment de compréhension de ce qu'est ma profession d'avocat. C'est-à-dire que dans ce dossier, mais de manière générale, et y compris vis-à-vis de moi, avocate, on vient tout mélanger. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça me fait peur?
Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous fait réfléchir à ce type de défense? Ou est-ce qu'au contraire, ça réaffirme les choix pour lesquels vous êtes engagé? À ce moment-là, je me dis plus que jamais que je suis fière de ma profession, que je suis fière d'être avocate et que je suis fière quand on a un tel tribunal populaire, quand on a une traque, le couteau, la bave aux lèvres, le couteau entre les dents. Je suis fière de pouvoir apporter un soutien juridique et apporter de la nuance. Oui. Un tout dernier mot, pardon, factuel. Vous êtes protégé aujourd'hui? Est-ce que l'État français vous protège? Je ne suis pas protégée. Je m'interroge d'ailleurs, et ce sera aussi un tout dernier mot de ma part. Ces menaces, elles sont très orientées vers mon genre. Ce sont des menaces de viol pour la plupart. On dit que je serais donc une pute à bougnoule. Et ce qui m'étonne particulièrement, c'est qu'il n'y ait à ce moment-là, sur ce dossier où on vient défendre et où pour moi on vient instrumentaliser un peu la lutte pour le principe d'égalité femmes-hommes à des fins d'éloignement des étrangers, on vient défendre et plutôt critiquer un homme vis-à-vis de sa misogynie, qu'il n'y ait aucune prise de parole publique sur les menaces dont la juge et moi avons fait l'objet. Vous avez fait la demande de cette protection? Mes avocats, Romain Ruiz et Nino Arnaud, ont fait la demande. Merci beaucoup. Merci Maître Simon d'avoir accepté de répondre à ces questions aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. C'est bosser les avocats d'avocats, quoi. Ok. Putain. Incroyable. Yo! Yo yo yo. Bon bah fini, hein. Finito, hein. Pou 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 pou. C'est l'heure du dodo, hein. Allez, let's go.